L'annonce du handicap, comment mieux soutenir et accompagner les familles durant la période de diagnostic, rencontre avec Madame Régine Sel. Enfance et handicap, tel est notre sujet, l'annonce du handicap. Comment mieux soutenir et accompagner les familles sur le chemin d'un éventuel diagnostic? Avec nous aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Régine Sel. Bonjour Régine. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui professeure de psychopathologie à Paris-Nanterre. Vous êtes également à Graines d'Étoile psychologue praticienne. C'est un service de soins et d'éducation spécialisé à domicile. Alors, dans ce cadre, est-ce que pouvez nous préciser vos fonctions et vos missions? Alors, en fait, ma mission, c'est de recevoir les familles qui ont été envoyées par souvent les services médicaux de l'hôpital ou un pédiatre, ou voilà, et qui voient que leur enfant a quelque chose qui ne va pas bien, et donc ils viennent là à la fois pour affiner le diagnostic et pour mettre en place une prise en charge pour les enfants. Donc, mon rôle, c'est de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire à ces deux missions, aide au diagnostic et accompagnement de la famille. Parfait. Alors, justement, concernant cette annonce, quand se fait-elle? Quels peuvent être les différents cas de figure? Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas la même chose si le diagnostic arrive alors que les parents ne s'y attendaient pas du tout, hein, par exemple lors d'une échographie ou à la naissance, l'enfant qui ne va pas bien, ou quand cette annonce se produit un peu plus tard, après ce qu'on appelle une quête diagnostique, où les parents voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le médecin dit mais c'est pas très grave, et puis donc c'est ce qu'on appelle l'annonce en cascade. Hein, c'est-à-dire que donc là, il y a une espèce de préparation quelque part à l'annonce, et dans ces cas-là, l'annonce peut ne pas être traumatique. C'est-à-dire que l'annonce peut permettre aux parents de dire « Ah, c'est donc ça, c'est pour ça qu'il tombait tout le temps, c'est pour ça qu'il n'était pas attentif, c'est pour ça qu'il… » Voilà, donc je pense que c'est assez différent. Après, c'est différent si l'annonce concerne un bébé, un enfant jeune, ou s'il concerne un enfant un peu plus âgé. Alors, quand j'ai dit concerne, ce sur quoi je pense qu'il faut insister, c'est qu'une annonce, évidemment, a trait à un enfant, mais l'annonce a des répercussions sur l'ensemble de la famille, pas seulement sur la mère. Et c'est très, très intéressant dans le processus d'annonce de penser au père, aux frères et sœurs, voire à la famille élargie, parce que il est extrêmement important qu'il y ait autour de cet enfant un groupe et pas seulement une maman. Alors, Donc, justement, quand arrive l'heure de ce diagnostic, qui va annoncer le diagnostic et qui est concerné par ce diagnostic? Alors, qui annonce, c'est forcément le médecin, hein, ça c'est clair, c'est la fonction du médecin. Et le médecin travaille avec une équipe pluridisciplinaire, c'est très important de le dire. Hein, c'est-à-dire que le médecin va aussi préparer l'annonce avec l'équipe pluridisciplinaire. Et surtout, qui est concerné, tous les gens qui ont des liens affectifs avec cet enfant. Donc, évidemment, le père et la mère de façon particulière, mais aussi les frères et sœurs. Et évidemment, l'enfant handicapé lui-même, qui est le premier concerné, quel que soit son âge. Donc ça, c'est très important d'avoir cette notion de collectif autour de cet enfant qui ne va pas bien. Alors, justement, cet enfant, que va-t-on lui dire? Quelle est sa place sur le diagnostic de l'annonce? Alors, évidemment, ça dépend de son âge, c'est clair, mais il est toujours, toujours absolument essentiel qu'à un moment, on lui adresse une parole autour de ce diagnostic. Sinon, il va percevoir, même s'il a un bébé, à quel point ses parents sont chamboulés, à quel point les petits frères et sœurs sont perturbés, à quel point le papa paraît triste. Et donc, il va falloir absolument que quelque chose soit dit à l'enfant de ça. On est triste parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle qui te concerne, mais tu y es pour rien. Enfin, le rassurer aussi sur sa culpabilité, même si c'est un bébé. Hein. Alors, si c'est un bébé, évidemment, on va adapter ce
qu'on va lui dire au fait que c'est un bébé, mais de lui dire, tu sais, maman, elle est triste parce qu'on a appris que tu avais une maladie. Alors évidemment, le bébé ne comprend pas le terme triste maladie, mais il comprend l'intention que sa maman ou son papa ont de lui dire quelque chose de ce qu'il est en train de se passer. Et c'est très important aussi, évidemment, s'il est plus vieux, qu'il y ait un moment vraiment d'échange avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on a appris de ta maladie? Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, évidemment, il faut que l'échange soit absolument en fonction de l'âge de l'enfant. On ne va pas parler à un enfant de la même façon quand il a 6 ans, quand il a 12 ans ou quand il en a 15. Mais il y a toujours nécessité de s'adresser à l'enfant. C'est vraiment quelque chose de très, très important pour lui, mais aussi pour sa famille. Alors justement, si vous aviez des conseils à donner aux familles de manière générale ou aussi aux professionnels qui nous écoutent, qu'aimeriez-vous leur dire? Alors, moi, la première chose que je souhaiterais leur dire pour les parents, c'est effectivement de ne pas rester seuls. Hein, c'est-à-dire que de ne pas s'enfermer avec leur enfant, de s'ouvrir, d'en parler. Alors, je sais que c'est difficile d'en parler, hein, c'est évident, mais quand on en parle, ça permet aux parents aussi de mieux gérer cette situation et surtout de se sentir moins seuls. Et moi, je conseille toujours aux parents, quand c'est le moment, de rencontrer d'autres parents. C'est-à-dire qu'entre parents, ils puissent se donner des conseils, se donner des tuyaux. Voilà. Et puis, les professionnels, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils s'adressent qu'à la mère. Hein. Encore aujourd'hui, trop souvent, on ne s'adresse qu'à la mère, alors que c'est hyper important. Dès le moment de l'annonce, on est bien dans l'idée qu'autour de cet enfant, il n'y a pas qu'une maman, il y a un papa, il y a des frères et sœurs. J'insiste un peu sur les frères et sœurs parce que c'est encore quand même les grands oubliés de cette annonce. Or, ils sont très impactés aussi par cette annonce, bien sûr. Parfait. Et alors, nous arrivons à l'heure de la conclusion sur cette intervention et je vous remercie encore de toutes ces recommandations. Qu'aimeriez-vous dire justement pour conclure? Alors, ce que j'aimerais dire pour conclure, d'une part, bon, pas rester seul, hein, y compris pour les professionnels. Hein, c'est très important qu'ils échangent entre eux sur qu'est-ce que ça leur fait que d'annoncer pour éviter de projeter sur les parents quelque chose qui est leur propre difficulté. Et la dernière chose que je voulais dire et qui me semble tout à fait important, François Dolto disait, avant de dire à des parents que leur enfant est trisomique 21, demandez-lui son prénom, demandez le prénom de l'enfant. Et ce que voulait dire Dolto en disant ça, c'est d'abord et avant tout un enfant. C'est un enfant qui a un handicap, mais c'est un enfant avant tout. Donc ça veut dire qu'il a d'abord les besoins de tous les enfants. En plus, il va avoir des besoins particuliers, mais c'est d'abord un enfant. Et ça, c'est très important parce que dans ma pratique professionnelle, on a des enfants qui ont ce que j'appelle des agendas de ministres. Suite au diagnostic, on a tellement envie de le réparer qu'il fait plein de choses. Et du coup, on oublie un peu quels sont les besoins de l'enfant. Donc, parler d'abord de Bruno, de Paul, de Mathilde, avant de parler de qu'est-ce que Mathilde, Bruno ont comme pathologie. Ça me semble très, très important. Merci beaucoup pour tous ces conseils et recommandations très riches que vous venez de partager. Régine Selve, écoutez, merci encore et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.